Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Alors c'est une maladie qui est diffusée par des insectes piqueurs. Du coup elle est arrivée en France, en Savoie, cet été. Et après elle a fait un bond au début de l'automne, en Espagne d'abord, en Catalogne. Et de la Catalogne elle est passée dans les Pyrénées-Orientales. Et des Pyrénées-Orientales, là, elle a fait un bond non maîtrisé, puisque c'était en dehors de toute zone vaccinale, dans l'Ariège, à plus de 100 km, donc, où il y a eu un troupeau totalement abattu de 208 bêtes au mois de décembre. Bonjour tout le monde, la voix que vous venez d'entendre est celle de Christophe Goiset, co-porte-parole de la Confédération paysanne en Ariège et élu à la Chambre d'agriculture du département. Il vient de nous décrire succinctement le parcours qu'a fait la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, une maladie qui est apparue en France cet été. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le 36e du podcast, on a décidé de tourner notre lanterne sur l'actualité brûlante du monde agricole, en partant justement de la protestation du monde paysan qui s'est exprimée depuis des semaines contre la gestion gouvernementale de la DNC. Cette maladie est apparue cet été dans l'Hexagone, elle frappe les élevages bovins et le protocole sanitaire imposé par le gouvernement pour y répondre se résume, pour l'essentiel, on ira plus en détail au cours de l'épisode, à abattre systématiquement l'ensemble des troupeaux affectés, y compris les bêtes qui n'ont pas de symptômes de la maladie. Un choix qui a entraîné la colère des paysans dans plusieurs départements, et notamment dans le sud-ouest, en Ariège entre autres. Comme nous rentrons dans le détail de ce moment politique et social au cours de l'épisode, je m'arrêterai là pour le moment. Pour nous éclairer, on a donc donné le micro à Christophe Goiset, 56 ans, éleveur et paysan installé depuis septembre 90 dans la ferme familiale qui compte aujourd'hui quelques 105 hectares et 159 bêtes, dont une soixantaine de vaches mères. Pour celles et ceux qui suivent un peu le podcast, vous savez qu'on a déjà interviewé Christophe, notamment dans l'épisode 14 publié en novembre 2021, dans lequel il nous décrivait comment, avec sa femme Florence, qui l'a rejoint sur la ferme au début des années 2000, ils avaient fait passer leur exploitation sous le label AB, Agriculture Biologique, et dans lequel on avait brassé large sur les sujets relatifs à l'évolution et aux problèmes structurels du secteur agricole en France. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaudement à écouter le 14e épisode, très riche du podcast. Je vous laisse donc avec Christophe. J'ai eu l'occasion de l'interviewer le 27 décembre dernier dans sa ferme dans la petite commune de l'Escure, à l'ouest du département. Il ouvre l'entretien en nous décrivant cette maladie, la DNC, avant de nous présenter le protocole imposé par le gouvernement et de nous expliquer en quoi il est problématique. La Confédération paysanne ayant été très mobilisée sur ce dossier, son témoignage est très riche et permet de comprendre les tenants et les aboutissants de la crise. L'entretien a par ailleurs permis de toucher à d'autres sujets relatifs à la situation du monde agricole, le traité avec le Mercosur, qui fait l'objet lui aussi d'une contestation très importante du monde agricole, la PAC, le libre-échange, les rapports de force entre syndicats de la profession agricole, etc. Très bonne écoute! Bon, c'est un virus, c'est une très vieille maladie en fait qui a pris naissance en Afrique, en Zambie, je crois en 1929. Au tout départ de la maladie d'ailleurs, il n'y avait pas le mot contagieux à la fin, dermatose nodulaire contagieuse. Il faut savoir que en fait, c'est pas si contagieux que ça finalement, puisque on sait que dans les cheptels, il y a très peu d'animaux malades. Dans ces animaux malades, il y en a très peu qui meurent. En fait, on dit que c'est environ 1%. Alors ce chiffre-là, il peut varier suivant la production. Les vaches laitières qui ne sont pas rustiques, elles sont un peu plus touchées par la maladie. Et aussi peut-être par rapport à l'état général du troupeau, si c'est pendant une période de vélage ou etc. Ça peut toucher plus ou moins, comme d'ailleurs toutes les maladies qu'on a eues ces dernières années, la MHE, la FCO, etc. Du coup, les symptômes dans la maladie, c'est... Oui, ben c'est assez proche d'ailleurs des dernières maladies justement. L'animal peut baver, un affaiblissement en général, de la fièvre. Et sur le cas qu'on a eu en Ariège par exemple, ils ont appelé le vétérinaire parce qu'ils ne pensaient pas du tout à ça. Et en fait, en fin de maladie, il peut y avoir ces fameux nodules là, mais qui ne sont pas plus gros que des graines de riz. En fait, on a vu des photos à la télé, mais c'est exagéré. Et là, justement, les éleveurs eux-mêmes n'avaient pas vu les nodules. C'est le vétérinaire qui a vu, en auscultant l'animal, des petits nodules sur la vulve ou les zones où il n'y a pas de poils, en fait. Est-ce que c'est nocif pour l'humain ?
Ah non, pas du tout. Donc c'est une maladie qui n'est pas du tout nocive pour la viande, ni pour le lait, donc pour aucune des denrées alimentaires, quoi. Il n'y a aucun risque. Le protocole, quand un cas est détecté, c'est justement d'isoler le troupeau et d'abattre la totalité soit du troupeau, soit du lot, parce que dans un troupeau, il peut y avoir, comme dans les Pyrénées-Orientales, c'était des lots en estive. Donc si on peut prouver que les lots n'ont pas été en contact entre eux, il peut y avoir effectivement l'abattage du lot entier. Alors ce que le ministère appelle dépeuplement. Voilà, c'est un joli, bien joli mot par rapport à ce qu'ils font quand même. Et donc abattage, incinération. Oui. Donc malgré le fait que ce soit pas nocif pour les humains, Tout la à fait. viande n'est pas réutilisée pour être commercialisée. Le but de ce dépeuplement, nous on dit abattage bien sûr, c'est d'éviter la contagion. Donc il faut savoir que le vecteur par les insectes, il ne passe que par les animaux vivants. Donc dès qu'il y a un cas, ils veulent éviter tous les transports possibles et inimaginables parce que la maladie se transporte par les bétaillères. On transporte les insectes. Mais ça n'empêche qu'on ne sait toujours pas comment elle est arrivée en Savoie. On a quelques explications comment elle est arrivée en Espagne, mais enfin, en gros, elle se transporte, quoi. Donc c'est quand même le vecteur principal. Donc eux, dans leur logique, ils disent que pour pas transporter la maladie, on abat tout sur place, en fait. Voilà, ils euthanasient tout sur place, et après ils transportent les animaux morts, justement, pour les incinérer dans les gros centres d'équarrissage, quoi. Et dans le protocole, il y a aussi vaccination obligatoire des élevages autour du foyer, Oui. c'est ça ? Alors après, dès qu'il y a un foyer, on crée des zones en fait avec un kilométrage bien précis. Il y a une zone rapprochée à 20 km puis 50 km. Donc on appelle ça les zones vaccinales. Et dans ces zones-là, on ne doit plus transporter des animaux, sauf sous dérogation vers l'abattoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus exporter, on ne peut plus vendre des animaux dans des zones indemnes. La seule issue possible qui reste dans le protocole, c'est vers l'abattoir avec un diagnostic vétérinaire avant, payant par l'éleveur. Donc plus les restrictions de mouvement que tu évoquais tout à l'heure. J'avais vu aussi observation quotidienne pour détecter la maladie le plus tôt possible, mais dans la zone vaccinale donc, que tu évoquais. Mi-décembre, on en était à 113 foyers détectés à l'échelle de la France, 3300 bêtes abattues. Tu peux nous dire quel est le problème de ce protocole ? Déjà, le problème de ce protocole, la ferme en Ariège, ça montre que le protocole d'État ne marche pas, puisqu'on ne sait pas comment la maladie est arrivée en Ariège à plus de 100 km des zones vaccinales. Elle a fait un bond en fait hors zone, il n'y a pas que l'Ariège, puisqu'il y a eu des cas dans la Haute-Garonne, dans l'Aude et dans les Hautes-Pyrénées. Ça prouve bien que le protocole d'État ne marche pas, parce que l'élevage en Ariège, déjà, on a vu par ces mouvements d'animaux en fait que la situation était maîtrisée chez eux, ils n'avaient pas bougé des animaux à droite et à gauche, et c'était une ferme, il n'y avait aucun transport intempestif en fait, quoi. Et les cas en Ariège, ils remettent en cause les postulats de départ du protocole ministériel en fait. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'en Ariège, dès qu'on a eu ce cas, il se trouve qu'on en avait quand même parlé en amont avec la préfecture et que le préfet a appelé la profession agricole en urgence. Moi j'ai été appelé le mardi après-midi à 5h, à 17h à la préfecture, en urgence. On ne savait pas le motif. Bon, quand j'ai été appelé, je me doutais qu'il y avait quand même quelque chose de grave. Donc on y est allé à deux. Il y avait moi et une autre éleveuse qui a une formation de vétérinaire pour la Confédération paysanne. Il y avait celui de la coordination rurale, Sébastien Durand. Il y avait deux représentants de la Chambre d'agriculture et il y avait aussi des représentants des jeunes agriculteurs. L'enfant de la FNSEA, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc le préfet nous a dit donc le cas de suite. Nous, la Confédération paysanne et même la coordination rurale, nous avons dit de suite qu'on respecterait la volonté des éleveurs de suivre ou non ce protocole d'État sur l'abattage total. Donc déjà, vous partiez du principe que vous n'étiez pas trop d'accord pour oui, tout à fait. Pour dire que vous ne l'appliqueriez pas de façon automatique, quoi. Le préfet nous a redit que c'était le seul protocole qui marchait, etc. Donc on lui a coupé plusieurs fois la parole en disant que nous, professionnellement, on ne suivrait pas ce protocole, qu'on n'était pas d'accord avec ça. Et la Confédération paysanne donc, que je représentais, on a dit au préfet que son rôle était d'appliquer le protocole, puisque voilà, il est représentant de l'État et on savait qu'il ne couperait pas. Il nous l'avait bien expliqué à plusieurs reprises. Il voulait d'ailleurs qu'on ne fasse pas trop de vagues. Donc moi, j'ai rappelé au préfet aussi que son rôle était, puisqu'on le lui demandait, d'ouvrir une communication avec l'État et qu'on allait lui proposer dès le lendemain matin une nouvelle feuille de route. Je n'avais pas encore utilisé le mot de protocole alternatif, mais c'est ce que ça voulait dire. Et le gars de la coordination rurale, vu que le préfet ne voulait rien entendre sur l'abattage total, lui a dit qu'on allait organiser une résistance sans précédent. Il a quand même
averti les syndicats et la Chambre d'agriculture, ce qui n'a pas été le cas dans les Savoies. Dans les Savoies, l'État a été beaucoup plus vite en fait. Donc il y a eu un temps mort quand même. Le lendemain matin, le président de la Chambre d'agriculture m'a appelé de bonne heure en me disant « Voilà, je réunis toute la profession autour d'une table. On reprend cette idée d'écrire un nouveau protocole qu'on va transmettre à l'État. » Donc ça, on l'a fait le lendemain matin, qui a été validé par l'ensemble de la profession, l'ensemble des syndicats, les chambres d'agriculture, l'Ariège plus la Haute-Garonne étaient là. Donc ça a été signé et l'après-midi, donc, on a fait une réunion avec le préfet qui l'a transmis à l'État jusqu'à 23 h le soir. On espérait avoir un temps mort puisque dans ce nouveau protocole, en fait, on proposait de mettre... Attends, excuse-moi, je te coupe. On va venir après sur le protocole alternatif. Je voudrais juste approfondir un point qu'on n'a pas abordé sur le protocole ministériel, justement. Le ministère il se targue de dire qu'il y a des indemnités à hauteur du nombre de bêtes abattues et de la qualité des bêtes, etc. Est-ce que déjà tu pourrais dire ce que ça veut dire concrètement pour un éleveur d'avoir son troupeau abattu? Parce que peut-être que des gens qui écoutent se disent bah c'est pas grave, il pourra racheter le même nombre de bêtes. Tu vois, pourquoi c'est vraiment problématique le fait que ces bêtes-là soient abattues? Effectivement, l'État il essaye de nous acheter en proposant une jolie enveloppe sur le défraiement, on va dire. Sauf que le défraiement, il prend pas la pression morale, tout ce qu'un éleveur met derrière son troupeau. C'est-à-dire, moi par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, je suis installé depuis 40 ans, quoi. Je l'ai créé ce troupeau. Il y a une valeur non marchande qui se crée et c'est surtout qu'on sélectionne des animaux pour justement avoir des résistances par rapport à l'environnement où ils vivent. Donc ici c'est la montagne, les Pyrénées-Orientales c'était les estives. Pour eux c'est le Piémont pyrénéen où c'est un environnement assez sec et assez dur quand même, où il faut que les animaux s'adaptent. Et on a passé toutes les dernières maladies justement en créant de l'humidité. On travaille maintenant sur l'immunité et voilà, c'est cette relation entre la nature et l'animal et l'éleveur. Et ça, c'est à une dimension, en fait, on a pu s'apercevoir à travers ce mouvement que ça a une dimension au-delà de l'économique, quoi. Dans le précédent épisode où tu avais fait une interview, tu expliquais comment est-ce que tu organisais ton troupeau. Et donc là, l'essentiel est en stabulation pendant l'hiver, mais tu expliquais comment tu séparais les troupeaux pour éviter de la consanguinité et ensuite comment au moment de l'abattage tu gardais Tu peux juste réexpliquer un peu ce mode-là? Alors c'est vrai que là, ça fait d'autant plus mal puisque maintenant on rentre les animaux dans les étables. En fait, cette dimension de l'eau, on l'a plus. C'est-à-dire que là, si ça nous arrive, forcément les animaux, ils ont été en contact entre eux ou ils sont en contact entre eux. Parce qu'on est en Voilà. hiver, c'est pour ça que tu dis Oui, ça. parce qu'ils sont en hiver. Et puis les élevages comme nous, en fait, dans le Piémont, on les a assez proches les lots, quoi. Donc si ça nous arrive, c'est l'abattage total. On parle plus de l'eau, on parle d'abattage total. Donc là, ça bousille carrément tout le travail qui est fait dans une vie. Effectivement, après, dans cette sélection, on garde des jeunes, des femelles, on achète des taureaux pour éviter la consanguinité ou on s'en garde de l'insémination. Mais on fait une sélection, on se garde un panel d'animaux par rapport à ce qu'on recherche et par rapport aux résistances aussi, justement. Un animal qui a des problèmes très jeunes, en fait, on ne le garde pas. Et c'est nous qui choisissons quel animal va partir à un moment donné à la boucherie ou pas. Voilà, on a ce lien-là avec l'animal, mais il y a le respect de l'animal. Quand on abat un troupeau, il n'y a pas de respect. Cette maladie, elle montre bien que finalement c'est une maladie économique et commerciale avant tout. Elle est classée au niveau européen en A. C'est complètement illogique puisqu'il n'y a aucun risque pour l'homme. Mais par contre, il faut que la France et l'Europe restent indemnes pour pouvoir exporter tout azimut, on va dire. Si on enlève dans ce protocole l'abattage total, ça s'effrite derrière comme un château de cartes, quoi. Tu dis, comme c'est classé en A, on ne peut pas exporter derrière. Oui. Et du coup, c'est ça qui fait que l'État ne veut pas arrêter l'abattage total, parce que sinon on va avoir un problème pour exporter. L'État, la FNSEA et sa branche bovine, la FNB, il y a une dizaine d'années, pour pouvoir exporter au niveau européen, a justement validé cette chose-là de la laisser classer en A. Donc c'est ça le principal problème, parce que tant qu'on ne déclasse pas cette maladie, il faut que le territoire reste indemne pour pouvoir exporter. Or, même en zone vaccinale, quand on vaccine les animaux, si on vaccinait toute la France, on perd cette caractéristique d'indemne. D'où la remise en cause de l'exportation. C'est qu'une volonté politique derrière. Pourquoi tu dis ça quand on vaccine? Après, il y a un temps où on ne peut plus exporter. Ah, oui, tout à fait. Tu sais combien de temps? C'est 14 mois. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, Ouais. voilà. C'est pour ça qu'ils veulent encore laisser une partie de la France en zone indemne et non vaccinée. Je reviens sur un point précis. Pourquoi
on n'a pas commercialisé la viande des troupeaux abattus, des bêtes qui n'avaient pas été malades. Il aurait fallu les abattre à la ferme, sur place, avec un abattoir mobile, pour pas qu'il y ait déplacement d'animaux. Le problème, Logistiquement, c'est très compliqué, tu veux dire? oui, logistiquement, c'est très compliqué en France puisqu'on n'a pas ce type d'abattoir. Pour ne pas qu'il y ait déplacement, on abat tout sur place et on met tout à la poubelle et on ne met pas la viande à la consommation. Alors j'ai entendu une autre théorie aussi, je sais pas ce qu'elle vaut, mais comme quoi que la mise sur le marché d'une très grande quantité de viande bovine, ça aurait sûrement fait baisser les prix et qu'il y a plein d'éleveurs qui n'y ont pas intérêt. Alors ça, sur les troupeaux qui sont abattus par rapport à la maladie, le volume global, ça représente rien du tout en fait, même 3000 animaux, c'est pas ça qui va Donc faire... ça t'a pas l'air crédible voilà. comme thèse. Maintenant, si on relocalise l'ensemble des animaux français vers notre alimentation française, Ouais. là, effectivement, il peut y avoir surproduction. Si demain on vaccine toute la France en même temps, et si on perd ce statut d'indemne, s'il n'y a pas révision au niveau européen du classement de la maladie, on ne peut plus exporter, effectivement, on va surcharger d'un coup le marché national. Ok. Même si, actuellement, la balance commerciale au niveau de la France est déficitaire. Ok. C'est-à-dire qu'on exporte beaucoup, mais on n'est plus capable de satisfaire notre consommation intérieure. Du coup, je t'ai coupé tout à l'heure. Est-ce que tu peux présenter le protocole alternatif qui a été élaboré? Bon, la Confédération paysanne, on avait travaillé sur cette démarche depuis les Savoies. Et l'idée, là, c'était vraiment, quand on a proposé ça en Ariège, c'était que tout le monde puisse sortir par le haut. Et derrière ce protocole, il y a une notion fondamentale qui est de remettre la recherche en route. Parce qu'on a envie de savoir, nous les éleveurs, et on a envie de savoir justement quel est le niveau de contagiosité dans un élevage, quel aurait été le pourcentage d'animaux positifs, le pourcentage d'animaux qui déclarent la maladie, de savoir si on peut les soigner, etc. Parce Vous voulez objectiver. Objectiver, tout à fait, voilà. Vous voulez pas mettre les choses sous le Voilà, tapis. donc l'idée c'était de mettre cet élevage sous cloche. On aurait pu le faire dans le dernier élevage abattu dans le Doubs. En plus c'était un élevage vacciné. On aurait eu les deux cas de figure, élevage vacciné, élevage non vacciné. Et ça aurait permis de faire une vraie recherche pour la maladie et d'adapter un protocole qui satisfait tous les niveaux, quoi. Parce que là, il y a d'ailleurs pas mal de vétérinaires qui rejoignent cette démarche, notamment un vétérinaire en Ariège qui a écrit un courrier à l'État et qui dit qu'un protocole sanitaire, quand il n'est pas suivi par la base, en fait, il est voué à l'échec. Dans ce nouveau protocole, on avait proposé donc de cibler quand même l'abattage des animaux positifs, enfin qui ont déclaré la maladie. En l'occurrence, dans le cheptel de l'Ariège, l'animal n'aurait pas eu besoin d'être euthanasié puisqu'il est mort tout seul. Il est mort de sa mort naturelle, quoi. En 3 jours, il a été mort. Mais sur l'ensemble des autres animaux, il y avait 208 bêtes en tout, aucun autre animal n'avait de signes cliniques. La recherche était quand même super intéressante, quoi. Et le témoignage des éleveurs aussi. Donc ce qui est intéressant dans cette démarche, contrairement peut-être un peu au début dans les Savoies, c'est qu'aujourd'hui l'ensemble du voisinage était d'accord pour mettre en place ce nouveau protocole et n'avait pas peur d'attraper la maladie parce que le voisin n'avait pas abattu. Ok. Ça c'était déjà primordial. Les éleveurs eux-mêmes, les concernés, étaient prêts à mettre ce protocole en place, quitte à avoir des vétérinaires qui viennent tous les jours dans leur bâtiment, regarder comment ça se passe, etc. Au-delà de la dimension de l'enveloppe financière de tout à l'heure, c'est quand même, c'était validé par eux, quoi. Ils avaient même une lueur d'espoir que ça fonctionne. Ce qui a été fort en Ariège, c'est que non seulement l'ensemble de la profession a défendu le sujet, mais ça s'est élargi au département voisin. 2 syndicats ont porté la lutte, les chambres d'agriculture ont pris part au projet, et c'est vraiment l'État qui a refusé tout dialogue, parce qu'il faut savoir que quand on a proposé ça, on a pris une porte au nez, en fait, ils n'ont jamais appelé, jamais répondu, et ils ont mis la pression sur le préfet, qui n'allait pas assez vite pour faire l'abattage. Vu qu'on avait annoncé la résistance, qui a été très bien organisée par la coordination rurale et que la Confédération paysanne a suivi, et beaucoup d'autres personnes non syndiquées, des élus aussi, il y a une députée qui est venue aussi. Le lendemain, il y a eu une opération des maires à la préfecture, quasiment presque tous les maires d'Ariège ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la démarche de l'État. Et malgré tout, malgré toute cette pression énorme, l'État a mis les moyens militaires pour atteindre l'élevage et faire leur boulot, quoi, contre l'avis de tout le monde, en fait, de tout le territoire. Jusqu'à la dernière minute, on avait laissé la voie ouverte pour qu'ils nous appellent, qu'on puisse discuter ensemble et trouver une alternative. La ligne rouge qui était fixée par les producteurs eux-mêmes, c'était d'éviter qu'il y ait un mort dans la cour de ferme. Parce que c'était chaud quand même, 600 personnes face aux forces de l'ordre de l'État. C'était très chaud, quoi, et très tendu. Mais je dis bien que c'est l'État qui est venu au contact des paysans et pas l'inverse. Et tout ce qu'ils ont dit comme mensonge qu'il y avait l'ultra-gauche et tout ça, c'était absolument faux, quoi.
Ils sont passés de force pour atteindre les bâtiments et euthanasier les bêtes. Il y avait eu une rencontre avec la ministre le 15 décembre à la préfecture de Toulouse. Est-ce que tu peux nous décrire ce moment qui a l'air de pas s'être très bien passé en l'occurrence et en quoi globalement ça peut illustrer la méthode du gouvernement depuis le début de la crise? C'est vrai que l'enchaînement de cette situation, donc une fois que l'abattage des animaux a eu lieu, où ça a marqué quand même la population civile du village, ça a marqué énormément de monde. Le monde agricole a décidé de passer à l'étape suivante, on a été obligé de partir de la ferme, et c'est là où on a mis les barrages pour continuer de faire la pression sur l'État, quoi. Nous, en Ariège, les jeunes de Tarascon ont eu l'idée, la bonne idée d'ailleurs, de bloquer un rond-point à Tarascon sur la route qui mène aux stations de ski et à l'Andorre. C'est un point stratégique en fait pour l'Ariège de circulation. L'Ariège a fait corps pour barrer cette route et les autres départements ont mis à plusieurs endroits des barrages routiers, donc l'autoroute à Carbone, dans le 31 il y avait plusieurs barrages, etc. Et ça, on l'a fait ensemble, coordination rurale et confédération paysanne. Suite à ça, bien sûr, la pression, quand même, elle était sur les épaules de la ministre, qui n'avait donné aucun signe de vie jusque-là. Donc, elle a décidé de faire une... Donc Annie Genevard. Elle a décidé de venir donc en Occitanie, bien sûr pas en Ariège, c'était trop brûlant. Non pas pour répondre à la question de l'abattage total, mais pour lancer la campagne de vaccination. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que la profession agricole avait demandé à vacciner 2 mois avant. Quand on a senti que la maladie pouvait se déplacer des Pyrénées-Orientales vers l'Ariège, la Chambre d'agriculture de l'Aude et de l'Ariège avait demandé de pouvoir étendre la zone de vaccination. Donc on voulait même créer une nouvelle zone de vaccination pour faire barrière à la maladie. Justement créer de l'immunité en amont. Si la ministre nous avait écoutés là, il y a 2 mois, on aurait été couvert en gros au moment où c'est arrivé en Ariège. Pas très exportateur l'Ariège au niveau des bovins parce si, que oui, donc il y a quand même des gens qui auraient été impactés quoi. Ah oui, tout à fait. Mais ils préféraient vacciner plutôt que de prendre donc, le risque de... ça posait le problème effectivement de la commercialisation des animaux, notamment des animaux qui étaient destinés à l'exportation et aussi des petits veaux laitiers qui vont s'engraisser ailleurs. On les engraisse plus sur la ferme, les exploitations qui font du lait vendent le lait et elles vendent les petits veaux pour qu'ils soient engraissés ailleurs, en France ou en Espagne. Donc ça posait d'énormes contraintes commerciales. Mais la profession a décidé de régler le problème de la maladie, quitte à bloquer un moment le commerce, et a demandé la vaccination. Ça risque rien de la demander puisqu'elle a été refusée. Donc c'était le premier mépris de l'État ou refus de l'État, puisqu'on n'a même pas pu discuter, en fait, ça n'a servi à rien, quoi. Donc quand la crise est arrivée en Ariège, il y avait déjà eu ce refus de vaccination. Puis ce refus sur le nouveau protocole. Le gouvernement a décidé de céder un peu face à la pression de la profession en créant non plus une zone ariégeoise et audoise de vaccination, mais en faisant une barrière pyrénéenne, ce que l'Espagne avait déjà fait plus ou moins de l'autre côté des Pyrénées, même plus, pas moins. Ils avaient fait une belle barrière. Donc là, ils ont lâché sur ce point-là, c'est-à-dire vacciner tous les départements pyrénéens, plus le Tarn et l'Hérault. Mais aucun signe sur la fin de l'abattage total, donc les blocages se sont maintenus et la pression s'est maintenue. Et pour dire si la ministre a continué son mépris, c'est qu'elle a fait quand même la conférence de presse sur BFM TV, en nous laissant patienter 1 heure de temps en salle de la préfecture à Toulouse. Donc on a eu le résultat de la réunion par BFM à l'intérieur de la préfecture, avant même qu'elle nous rencontre. Donc c'est le mépris le plus total, quoi. Puis les images que j'ai vues, c'est en sortant, les gens qui étaient là qui ont dit on a parlé à un mur. Voilà, c'est ça. Donc, tous syndicats confondus, on a dit ça. Donc, on a dit qu'on maintenait les barrages. Et donc, suite à ça, c'est le Premier ministre qui a repris le dossier en main, on va dire. Mais rien n'a changé. Alors, il nous a parlé de trêve des fêtes. La trêve, elle est surtout pour eux, puisque pour nous, en fait... Trêve, ça veut dire arrêter de bloquer les routes. Les routes, voilà. Donc, évidemment, on ne voulait pas... Les commerçants en Ariège, la population nous a énormément soutenus, et ailleurs aussi. Une trêve, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abattage total si demain on trouve une bête malade. C'est ça. Donc, on voulait avant tout déjà se reposer un peu parce qu'on était très fatigués moralement et physiquement. D'autre part, l'ensemble des gens, les commerçants qui nous ont soutenus, on voulait qu'ils travaillent pendant les fêtes. Et en plus, comme tu l'as dit, donc c'est pas une trêve pour nous puisque le protocole continue de s'appliquer tel que, et que si on déclare un cas, on se voit abattre le lendemain le troupeau. Donc par rapport à ça, ça pose quand même un sérieux problème puisque les éleveurs aujourd'hui, on dit partout quand on se croise, mais si on a un cas, on va pas le dire, quoi. On va non plus. Donc ça remet en question sérieusement le protocole actuel, quoi. Mais par contre, ne pas le dire, ça peut être plus compliqué s'il y a une bête qui meurt, non ? Très compliqué parce qu'à un moment donné, il faut déclarer la mort de l'animal, mais l'animal peut se perdre. Il y aura une recrudescence d'animaux perdus. Mais c'est pour montrer quand même le délire de l'État, quoi, jusqu'où il peut aller. Effectivement,
si on se fait attraper, on aura des sanctions. D'un côté ou de l'autre, la sanction pour nous, elle tombe. Donc ça nous touche vraiment moralement, cette situation-là, quoi. C'est un truc de dingue, difficile à imaginer, quoi. Un argument aussi pour dire on ne peut pas vacciner tous les troupeaux, tous les cheptels de France, c'est de dire, enfin il y a à peu près 16 millions de bêtes, c'est logistiquement, ça prendrait au moins un an, enfin ça c'est un argument du côté justement des gens qui sont opposés. Ben, déjà, là, on est en train de prouver que ce qui était impossible, on le fait. Le Premier ministre a envoyé des militaires pour aider les vétérinaires sur place. Mais quand il y a une volonté, on le fait. Je ne sais pas si le coût des vaccins par rapport au coût qu'ils ont mis à ces opérations, qui est énorme, la question se pose. Mais en tout cas, dès qu'il y a une volonté de faire des vaccins, elle est mise en place, quoi. C'est un faux problème, en fait. Le problème, il reste uniquement que commercial. Certes, peut-être ça mettra un an pour faire toute la France, mais il y a une logique à ça, c'est de faire, il faut bien quand même continuer de maîtriser les mouvements d'animaux et de faire des zones les plus proches vers les zones les plus éloignées. Mais en tout cas, beaucoup de départements qui sont proches à l'Occitanie, comme la Corrèze, des départements d'élevage, aujourd'hui sont de plus en plus pour, parce que si ça leur tombe dessus du jour au lendemain, il y a même des troupeaux qui sont bien plus importants que celui de l'Ariège, ça remet tout ça en cause. Dans le passage suivant, Christophe évoque la posture partagée du monde vétérinaire sur la réponse à apporter à la dermatose nodulaire. Je lui rappelle au préalable que des vétérinaires sont favorables à l'abattage total, comme l'ont exprimé des membres des groupes de défense sanitaire, les GDS, des associations de vétérinaires et d'éleveurs. Mais on trouve aussi des vétérinaires circonspects, voire opposés au principe de l'abattage total. La Fédération des vétérinaires d'Europe, par exemple, s'est prononcée contre il y a quelques semaines. Ensuite, pour ce qui est des soutiens, c'est vrai que les écoles vétérinaires, que ce soit Maison Alfort à Paris ou l'école vétérinaire de Toulouse, ce qu'on leur a appris jusqu'à maintenant, mais l'histoire aussi de la science n'a pas été retravaillée depuis des lustres, puisqu'on applique ces protocoles sans refaire de la science, c'est qu'il fallait appliquer ce protocole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vétérinaires qui en reviennent, quoi. Et à d'autres endroits, comme à l'île de la Réunion qui a vu passer la maladie en 92, on n'a pas tout abattu. Je crois que c'est la ministre qui a dit ça, que jamais on avait eu cette maladie sur le sol français, mais à La Réunion, on l'a eu. On a appliqué le protocole que demande la Confédération paysanne, et en quelques mois, ça avait disparu. Plus ou moins, parce qu'ils n'ont pas eu les vaccins de suite et tout, mais effectivement, ils ont géré la maladie en interne, et vu que c'est loin et tout ça, on n'a pas fait trop de vagues pour remettre en doute le fait de rester indemne et de pouvoir exporter. On a étouffé un peu l'histoire, et c'est passé comme ça. Comme tu disais, c'est pas un sujet sanitaire, c'est un sujet commercial, parce que si on regarde le sanitaire, il y a un cas. C'est ça. La Réunion qui nous montre que ça marche. Oui, et même en Afrique aujourd'hui, on voit que quand on parle d'éradication de la maladie, c'est un bien joli terme, mais les maladies, elles font partie de la nature. Si on les met dehors par la porte, elles peuvent revenir par la fenêtre, la preuve, quoi. On ne peut pas mettre tout le cheptel sous cloche, c'est pas possible en fait, quoi. Donc, et en plus, le système dans lequel on vit au niveau économique aussi, il favorise ces transports. On a poussé l'élevage à exporter. Même les vaches qui se finissent en boucherie, elles se finissent de moins en moins sur les territoires d'herbage. D'ailleurs, ici, tu entends parler la dernière fois que je t'avais interviewé, il y avait eu le sujet du départ de la fermeture de l'abattoir local. Il faut lutter pour qu'il y ait ce genre de trucs qui se maintiennent dans le territoire. Le comble de l'histoire, c'est qu'au printemps dernier, j'avais encore des jeunes qui me disaient, mais vu comment ça marche le maigre, les prix qui ont beaucoup augmenté dans l'année 2025, on n'a plus besoin de l'abattoir, tu peux le laisser fermer l'abattoir. Oui, parce qu'en 2025, les prix de la viande de bœuf ont beaucoup augmenté. Les prix justement de l'exportation ont beaucoup augmenté. Qui nous dit que ces prix-là vont durer, puisque c'est quand même la première année où ils ont autant augmenté. Il manque des animaux actuellement sur le marché, que ce soit sur le marché intérieur de la boucherie ou sur le marché de l'exportation. Donc ce que ne savent pas les jeunes, c'est qu'ils ont la mémoire courte, c'est que si on avait fermé l'abattoir, aujourd'hui ils n'ont plus que cette voie-là pour commercialiser. C'est un manque de vision. Voilà. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus autosuffisant dans la balance commerciale. C'est quand même l'occasion de rebondir avec cette crise pour justement relocaliser prise de conscience. des animaux. On a la chance d'avoir des herbages, donc plutôt que de faire un tas d'animaux jeunes pour l'exportation, on peut favoriser justement une viande à l'herbe beaucoup plus saine au niveau de la qualité, et des steaks hachés et tout ça, pour justement aller de nouveau vers les collectivités territoriales, les cantines, les magasins, la vente directe, tout ce qu'on veut. Et garder surtout ce savoir-faire à travers les abattoirs, les boucheries, etc., quoi. C'est un savoir-faire quand même qu'on a construit depuis plusieurs générations. Ça serait un comble de le voir dépérir parce qu'on ne veut plus faire que de l'exportation, quoi. Après demain matin, il n'y aura plus rien.
Petite pause, là on est dans la stabulation, là où les vaches passent l'essentiel de l'hiver. Celle-là, elle est croisée de Limousin, là, du rouge, avec celle-là, sa mère, quoi. C'est resté quand même un peu sur le ton de la mer. Mais c'est croisé. Depuis plusieurs années, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a plusieurs maladies qui sont apparues, qui n'étaient pas présentes sur le sol hexagonal avant. Ces maladies-là, pourquoi ça n'entraînait pas d'abattage total? Il y a des différences de symptômes ou... Parce qu'au niveau européen, elles ne sont pas dans la même classification. Ok. Mais le taux de mortalité est à peu près pareil. Le vecteur, ça reste les insectes. Par exemple, dans la FCO, il y a plusieurs variants, alors que dans la dermatose, il n'y en a pas de variants. Mais toutes ces maladies, on voit qu'on arrive à créer une immunité chez les animaux, en fait. On voit qu'elles sont quand même beaucoup liées au réchauffement climatique. Les vecteurs sont les insectes. Donc, c'est des maladies qui viennent du sud, mais qui transitent maintenant dans toute l'Europe. Et donc, on va y être de plus en plus confrontés. Et c'est ça aussi qui nous fait dire que quelque part, il faut s'adapter. S'adapter, créer de l'immunité, renforcer l'immunité, et les animaux, ils passent le cap de toutes les maladies. C'est vrai que sur les troupeaux humains, il y a eu beaucoup plus de mortalité. Donc là, quand il y a des vaccins, ça nous aide quand même. Les vaccins sont un outil. Chez les bovins, la question se pose, même pour la dermatose, bon, on pourrait faire quand même dans l'expérimentation de voir comment évolue un cheptel non vacciné. Parce que beaucoup de gens, dans le cheptel bovin, se posent aussi la question de la vaccination, vu que les dernières maladies, on les a passées plus ou moins sans vaccination. Et quand je dis ça, c'est pas simplement chez des anti-vax ou des gens comme ça. Moi, j'ai parlé avec des sélectionneurs de races aussi, qui se posent vraiment la question de la vaccination. Bon, il se trouve qu'on savait que l'État serait hyper rigide. On a préféré prendre le premier sujet qui est fondamental, de mettre fin à l'abattage total et de proposer une vaccination massive pour booster l'immunité des cheptels. Mais des groupes de vétérinaires, comme le vétérinaire de GIE Zone Verte, qui est un groupe de vétérinaires qui propose souvent des modes alternatifs pour acquérir de l'immunité ou pour soigner les animaux, eux ils disent que justement cette immunité, on peut l'acquérir aussi de façon naturelle, quoi, et c'est quelque part la meilleure. Donc on a choisi quand même la vaccination, et c'est vrai que du coup, quelque part, à travers ce nouveau protocole, on l'imposait aussi, mais c'était une manière d'ouvrir vraiment la porte à l'État, de lui laisser une porte de sortie honorable, et d'avoir un protocole qui soit validé par tous, comme le disait le vétérinaire de Mirepoix tout à l'heure, quoi. Le 13 décembre, j'ai vu que la ministre a annoncé la vaccination de 750 000 bovins dans 8 départements d'Occitanie, que la totalité des 1000 exploitations d'Ariège seraient vaccinées d'ici au 31 décembre. On est le 27 décembre, tout à l'heure j'ai vu l'information comme quoi 50% des élevages dans le sud-ouest, alors c'est les départements que tu as mentionnés tout à l'heure, étaient vaccinés. Toi, tes bêtes ont été vaccinées? Oui, elles ont été vaccinées lundi dernier, et ce matin j'en faisais encore chez un voisin, là je suis allé l'aider. J'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas en Ariège, je pense que l'objectif va être atteint. Ça y est, tes bêtes ont été vaccinées, t'es soulagé, il n'y a plus aucun risque ou comment ça se passe? Et non, malheureusement non, c'est ça qu'il y a dans le protocole d'État. Il faut qu'il y ait donc l'immunité vaccinale qui s'acquiert d'après le protocole 28 jours après. Pendant ce temps-là, d'ailleurs ça a été prouvé dans le Doubs, même 30 et quelques jours après la vaccination, le cheptel a été abattu parce qu'un animal peut avoir contracté la maladie avant. Avec la période d'incubation, en fait, il peut déclarer la maladie et du coup, le protocole s'applique. Là, il y a un mois critique là-dessus. Quand tu es entre des élevages qui ont été atteints, c'est ça? Alors moi, je suis à 15 km à vol d'oiseau de l'élevage atteint. D'accord. On pense que le gouvernement va lâcher à la fin de cette période de vaccination sur l'abattage total, mais on n'en est pas convaincu. C'est pas sûr du tout non plus. Et en attendant, c'est vrai que c'est cette règle-là qui s'applique. Ils continuent de faire de la recherche pour justement différencier aussi s'il y a des animaux qui ont contracté la maladie par la maladie elle-même ou avec le vaccin, parce que le vaccin, il peut avoir aussi... Bah oui, voilà. forcément ça peut développer. Forcément, ça peut développer des symptômes. Toi, tu as participé à ce mouvement-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mobilisation? Comment tu as senti l'ambiance, la relation entre les gens qui se mobilisaient? Qu'est-ce que tu en retires en fait de cette mobilisation-là, même si c'est pas complètement fini? Alors, j'ai ressenti une grande solidarité paysanne.
En fait, le gouvernement a réussi à faire une unité paysanne entre les syndicats, oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'en Ariège, bon, la FNSEA, elle a été quasiment anéantie aux dernières élections. Mais justement, encore plus fortement aujourd'hui, les gens qui étaient dans ce syndicat, ils se désolidarisent de la position du syndicat national qui soutient encore l'abattage total. Et c'est vrai que cette lutte-là, on l'a menée ensemble avec la coordination rurale, qui symboliquement est quand même un syndicat radicalement opposé à la Confédération paysanne. On y reviendra après. Ouais. Mais au-delà des étiquettes syndicales, on a eu une unité paysanne sur un sujet et qui a créé du lien autour de ce rond-point, autour de la résistance à la ferme, autour de la résistance avec le préfet, du nouveau protocole, etc. Il y a un lien qui s'est créé et je pense que ça va laisser des traces ou une belle empreinte, j'espère, pour la suite. Parce que finalement, c'est dans le débat et dans la communication que les idées avancent. Et même si on va rester fondamentalement opposés sur des sujets, ce lien humain, je pense qu'il va laisser quand même des traces. Je suppose que dans la relation à l'État, par contre, ça a dû beaucoup dégrader le côté l'État intervient de façon verticale, sans consulter. Ah, tout à fait, bon, on y était déjà pas mal habitué, mais là, on est allé au bout du bout. L'État n'écoute plus la base, l'État est complètement hors sol et déconnecté. Ça va se réécrire certainement avec les accords de libre-échange et le Mercosur. C'est là aussi où il y a un grand fossé entre l'État qui est co-gouverné avec la FNSEA, on va dire, depuis des lustres et qu'il faut que ça change, quoi, en fait. Mais moi je dis simplement que si l'État avait pris la voie du dialogue, ça n'aurait rien coûté du tout et on n'en serait pas là, quoi. Alors effectivement, je ne peux pas nier qu'il y a des dégradations. Mais quand on pousse les gens au bout du bout et qu'il n'y a plus aucune voie de communication possible, je ne sais pas ce qui peut exister, quoi. Mais moi, je dis clairement que l'État est responsable de ce qui s'est passé et l'État doit maintenant prendre ses responsabilités, quoi. On aurait pu éviter tous ces milliers d'euros, y compris les milliers d'euros qu'ils ont mis pour l'abattage total, les hélicoptères qui nous ont tourné au-dessus de la tête pendant une semaine. Enfin, c'est complètement insensé, quoi. Si on avait conduit ces échanges en bonne intelligence, on aurait discuté, on aurait certainement mis le protocole en place. Aujourd'hui, on en saurait un peu plus sur la maladie. Et en plus, on éviterait les conflits de demain parce que ça va reprendre, quoi. C'est forcé que ça va reprendre. Et puis derrière tout ça, il y a donc les échanges internationaux qui prennent le dessus. Les échanges internationaux avec ces accords de libre-échange que la Confédération paysanne dénonce depuis des lustres et dans toutes les productions, mettent les paysans à mal, en fait. On ne prend plus considération des paysans eux-mêmes dans n'importe quel pays que ce soit. On crée des échanges entre pays où les normes sociales et environnementales sont tout à fait différentes. C'est là aussi où on a de grosses divergences entre les syndicats. Et nous, la Confédération paysanne, on dit que ça ne peut pas marcher, puisque même au niveau social, entre un paysan brésilien et un paysan français, le prix de l'heure n'est pas du tout le même. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à travers ces règles internationales qui ne respectent plus le monde paysan, c'est la fin des paysans, quoi, en gros. C'est l'agro-industrie qui prend le dessus. Et ça, c'est un drame, quoi. Aujourd'hui, on a besoin d'installer des paysans et pas de les enlever. Cette lutte contre la dermatose, dans les écoles agricoles et tout, ça a quand même réveillé les jeunes, quoi, parce que quand on voit ça, ça donne pas trop envie de s'installer, quoi. C'est tout le monde qui a pris conscience de cette ampleur. Y compris quand ils ont vu cette répression de l'État sur une ferme, il y en a beaucoup dans le département de l'Ariège qui n'y étaient pas préparés, quoi. Ils ont découvert ça. Je fais un point de précision sur le sujet du Mercosur. D'autres blocages ont été observés en décembre puis en janvier à Bruxelles, à Paris et dans de nombreux départements de France, en opposition à l'accord de libre-échange entre Union européenne et Mercosur, le marché commun des pays latino-américains qui regroupe notamment le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Pendant ces journées de protestation, réprimées parfois très violemment, la contestation contre le traité avec le Mercosur s'est bien sûr souvent mêlée à celle contre la gestion gouvernementale de la DNC. Alors, le principe du traité UE-Mercosur est de renforcer les relations commerciales entre les deux continents par la suppression quasi totale des droits de douane. Cette protestation apparaît dans un contexte où sont annoncées de fortes baisses de subventions de la PAC à partir de 2026. L'accord de libre-échange a finalement été paraphé le 17 janvier. Il ne concerne pas seulement le secteur agricole, mais compte tenu du poids des productions et notamment de la filière bovine dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, le monde paysan est particulièrement impacté. Pour faire un lien avec la dermatose sur la viande, si on importe des kilos, je crois que c'est 99 000 tonnes d'aloyaux sur une catégorie de morceaux,
forcément, là, ça va faire mal au marché intérieur. On l'a vu précédemment, hein, avec les accords de libre-échange, par exemple, sur les ovins avec la Nouvelle-Zélande. Depuis qu'il y a ces accords de libre-échange en place, on a perdu 40% de l'élevage ovin français. Hein, donc, c'est des choses qui se vérifient. Sur les fruits et légumes, c'est pareil. Les fruits et légumes sont très peu aidés par la politique agricole commune. On a perdu 50% de la production nationale. Et récemment, on a mis en cause l'accord qui avait capoté en plus, qui est de nouveau entré en vigueur quoi, avec le Maroc. Là, on prouve bien que justement ces accords de libre-échange, parce que les clauses de sauvegarde ne marchent jamais en fait, à terme, ça tire nos productions paysannes vers le bas quoi. Les majoritaires, c'est encore la FNSEA, ensemble, à l'échelle nationale, qui eux sont toujours pour le protocole actuel de l'État. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre qu'il y a encore des gens dans nos départements qui ne changent pas de costume. Et pourtant, il y en a qui se sont dissociés de ce mouvement-là, puisqu'ils ont quand même signé le nouveau protocole en Ariège. C'est essentiellement pour la question de l'exportation que la direction de la FNSEA... Oui, mais même sur le Mercosur, ils se désolidarisent aussi. Okay. Mais par contre, le maillon fort de la direction au niveau national, avec Arnaud Rousseau, tête de la FNSEA, ne varie pas, quoi, hein. Le curseur reste le même, quoi. Alors sur le Mercosur, peut-être qu'il essaye de plaire à la base en disant qu'il faut les clauses de sauvegarde, etc. Mais il ne veut pas aller... Ouais, voilà, pour lui, quand même, avec son entreprise Avril qui est implantée un peu dans le monde entier, ça va le contenter pour garder sa base, mais il n'est pas carrément contre les accords de libre-échange. La coordination rurale, c'est le second syndicat aujourd'hui, puisqu'on a eu les élections l'année dernière en France. Avant, on était au coude à coude avec la Confédération paysanne, on n'avait même pas un pourcentage d'écart, 1% d'écart. Et le troisième, c'est la Confédération paysanne, donc on est un peu plus de 20% des voix du monde agricole. Aujourd'hui, la coordination rurale plus la Confédération paysanne, ça fait que la FNSEA, jeunes agriculteurs, ne sont plus pleinement majoritaires en France, quoi. Les élections ont montré que même s'ils ont gardé 80% des chambres d'agriculture, au niveau du nombre de voix, ils sont descendus en dessous de 50%. Donc ça, c'est quand même important. Et sur un sujet comme ça, où il y a une entente entre les deux autres syndicats, qui sont quand même diamétralement opposés sur d'autres raisons, mais ça crée un rapport de force, c'est certain, quoi. C'est quoi les sujets, juste en 3 mots, les sujets sur lesquels la coordination rurale et la Confédération paysanne ne sont pas d'accord avec... C'est surtout sur les questions environnementales, la gestion de l'eau aussi, et la remise en question de comment produire, enfin avoir un nouveau projet agricole pour arriver à un revenu, quoi. Nous, la Confédération paysanne, c'est produire pour nourrir, en prenant la dimension environnementale et l'aspect qualitatif, et aussi justement sur ces aspects commerciaux, on n'interdit pas le commerce, attention, entre les pays, hein. Par contre, on veut que les choses aient du sens, et au niveau social et au niveau environnemental. Parce que ce que ne prennent pas en compte les autres syndicats, c'est les coûts induits à l'alimentation, qui sont soit par les pollutions, soit par la santé humaine, etc. Voilà. Pour nous, l'élément crucial, c'est d'arriver à un revenu, avoir du bien-être agricole, installer plus d'agriculteurs et arriver à une autonomie alimentaire des peuples en tirant justement l'ensemble des chapitres vers le haut, quoi, environnemental, alimentaire, santé, etc. La coordination rurale, ils veulent des protections aux frontières, mais ils veulent toujours rester compétitifs et produire toujours plus quand même. Ils veulent pas se mettre de règles à ce niveau-là. Au contraire, justement, ils disent qu'on a trop de normes en France par rapport aux autres pays, etc., et même en Europe. De ce côté-là, ils veulent tirer quelque part vers le bas, quoi, en réintroduisant des pesticides interdits, etc., quoi. Et sur la gestion de l'eau, c'est un peu pareil. Nous, on veut quand même avoir une gestion de l'eau pour une production déjà d'alimentation humaine. La coordination rurale, c'est pour produire plus, voire même des cultures céréalières ou à l'exportation et tout ça. Sauf que ça, c'est pareil, tout ça, ça peut se discuter. Peut-être qu'il y aurait des compromis possibles, certainement, parce que le but à avoir, c'est quand même un revenu agricole. C'est sur ça qu'il faut se battre, quoi. Et il faudrait qu'il y ait aussi un projet de société autour de l'agriculture, quoi. Avec la hausse des charges successives ces dernières années, en fait, on a l'impression de toujours fournir plus de travail pour arriver à moins de revenus, quoi. Il y a une surcharge d'investissement dans les fermes aussi, qui crée une pression, quoi. C'est ça, en fait, le réel problème, et c'est là où on n'est pas d'accord avec les autres syndicats, parce que les autres syndicats, ce qu'ils veulent, c'est assouplir les règles au niveau des pesticides. On l'a vu avec la loi du plomb par la suite, en fait, où on était en désaccord. Nous, la Confédération paysanne, on était en désaccord total, et la coordination rurale et la FNSEA trouvaient que c'était des belles avancées.
Petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, la loi du plomb est une loi française portée initialement par des sénateurs de droite et adoptée en juillet 2025. Elle reprend plusieurs revendications de la FNSEA, notamment en autorisant sous certaines conditions des dérogations pour l'acétamipride, un pesticide toxique, et en facilitant des bâtiments d'élevage et les projets de méga-bassines. Elle représente un véritable recul sur les volets écologiques et sanitaires de la politique agricole. Une pétition demandant son abrogation a recueilli en quelques jours en 2025 plus de 2 millions de signatures, sans pour autant faire fléchir le gouvernement Bayrou qui a soutenu la proposition de loi. La loi a été promulguée très précisément le 12 août 2025 sans son article le plus controversé sur les pesticides, censuré par le Conseil constitutionnel. Donc nous, la Confédération paysanne, on dit que en fait, c'est un faux sujet pour arriver à un revenu parce que en faisant ça, pour produire plus, pourquoi? Pour vendre à un prix moins cher. En fait, on ne maîtrise plus rien et non seulement on crée de la pollution qui coûte à l'État ou à la collectivité publique, on crée des problèmes de santé humaine en premier lieu chez les paysans. Et sur la gestion de l'eau, on fait des méga-bassines pour quelle production? On ne prend pas le problème par le bon bout. Les gros points de divergence qui ont été clairement démontrés avec la loi du plomb. Mais la loi du plomb, elle a démontré aussi que la société civile, elle est capable de s'unir pour la dénoncer, quoi. Le Congrès des maires de France, la première chose qu'ils ont dénoncé quand même, c'est le coût de dépollution des nappes phréatiques. Donc on voit aussi que si la société civile s'empare de sujets comme ça, aussi sensibles que l'agriculture, on peut faire évoluer les choses. Le tout, c'est d'arriver à un revenu. Maintenant, on essaye de continuer de travailler tous autour d'une table pour relancer la filière justement locale, puisqu'on n'a plus que la voie de l'abattoir comme commercialisation possible. Donc ça met du monde en mouvement quand même pour repenser les filières courtes, quoi. Et ça, c'est intéressant et ça vaudrait le coup même de ne pas le faire que pour cette période où on est coincé, mais de viser un peu plus l'avenir, justement par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à notre élevage à l'herbe, de servir un peu plus les filières de proximité, la boucherie, les collectivités, etc., quoi. Plutôt que d'envoyer tout à l'exportation, ça va faire réfléchir quand même. Mais on avait déjà vécu ça avec la crise de la vache folle. On oublie, c'est les lois qui nous imposent qui reprennent le dessus, et ça c'est dommage, quoi. Un grand merci à Christophe pour son témoignage et ses éclairages très riches. L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré fin décembre, donc un petit mot sur l'actualité récente, car les choses ne se sont pas calmées depuis. La Confédération paysanne continue à défendre le dialogue autour de sa proposition de protocole alternatif, incluant de la vaccination systématique et massive, un abattage partiel si nécessaire, une mise sous quarantaine du troupeau concerné, ainsi qu'une surveillance accrue. En termes de mobilisation, de nombreux barrages de routes et occupations de ronds-points ont encore été organisés courant janvier en Haute-Garonne, en Ariège et ailleurs. Et sur le traité avec le Mercosur, je l'ai mentionné tout à l'heure, la mobilisation a été active et elle a vocation à se poursuivre. Le 14 janvier, pour ne citer qu'un exemple, des agricultrices et agriculteurs de la Confédération paysanne ont occupé pacifiquement une annexe du ministère de l'Agriculture et une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre et mis en garde à vue à cette occasion. Sur le plan institutionnel aussi, des résistances s'organisent. Ainsi, le 21 janvier, le Parlement européen a voté, à 10 voix près, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier la légalité du traité, ce qui peut entraîner, si la Commission européenne suit, une suspension provisoire du traité. À suivre donc. Sur le dossier de la DNC, le gouvernement est resté sourd aux demandes. Pour ne prendre que le cas de l'Ariège, le 2 janvier, un élevage de 113 vaches a été abattu entièrement suite à la détection de la maladie, puis un autre encore comptant une vingtaine de bêtes 3 jours plus tard. Le 9 janvier, la ministre de l'Agriculture, mise sous pression, annonçait doubler le fonds d'indemnisation destiné aux éleveurs dont le troupeau est touché par la maladie. Ce fonds atteint désormais 22 millions d'euros. Finalement, le 12 janvier, la ministre a déclaré que l'épidémie de DNC était sous contrôle et qu'il n'y avait, ouvrez les guillemets, plus de cas actifs. Espérons que cette déclaration n'était pas prématurée et que de nouveaux cas n'apparaîtront pas dans les semaines à venir. Pour mémoire, une zone est considérée comme vaccinée selon la réglementation européenne lorsque 95% des élevages représentant 75% des bêtes de la zone ont été immunisés. Ce seuil a été atteint dès le 2 janvier dans les départements de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales et depuis dans tous les autres départements du sud-ouest engagés dans la campagne de vaccination. J'en ai terminé avec l'actualité et je terminerai cet épisode avec une recommandation cinématographique. Pour aller un peu plus loin sur le sujet des maladies qui frappent les élevages et de la question de l'abattage total,
et plus globalement sur les enjeux du monde paysan aujourd'hui, je vous conseille chaudement Petit paysan, réalisé par Hubert Charuel et sorti en 2017. C'est tout à fait dans le sujet et j'ai trouvé le film très bien fait. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre la mobilisation paysanne contre la gestion gouvernementale de la DNC, si celle-ci se poursuit, et contre le traité UE-Mercosur, car ce sont des sujets qui nous concernent toutes et tous, qui touchent à la fois à ce qu'on trouve dans nos assiettes, à l'environnement et à la santé publique, et puis tout simplement car les personnes mobilisées actuellement sont nos concitoyennes et nos concitoyens, et qu'ils se mobilisent pour des causes justes. Rien que pour ça, ça mérite qu'on s'y penche un peu. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.